Cette année, les géopolitiques de Brest se sont penchés sur le soft power. Découvrons le travail de Bertrand Badi, politiste français, spécialiste des relations internationales, professeur des universités Sciences Po Paris, qui nous présente du hard au soft power, rétablissement ou échec renouvelé. Une introduction par le contre-amiral Benoît Lugan, directeur de l'école navale. Mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis le contre-amiral Benoît Lugan et je dirige l'école navale qui, comme tous les locaux le savent, forme en rade de Brest tous les officiers de la Marine nationale. Un certain nombre de ces jeunes élèves sont là, vous les reconnaîtrez, à leur, non pas à leur coupe de cheveux, mais à leur sourire, bien sûr. L'an dernier, à cette place, nous nous interrogions sur l'ennemi. Et c'était un excellent sujet d'actualité. Le renforcement des menaces de la faiblesse comme de la force, qui ne s'est pas démenti depuis, avec l'activité terroriste sous toutes ses formes et en tout lieu, pour les premières. Et pour les secondes, les affrontements et les troubles au Proche-Orient ou en mer de Chine nous l'ont hélas démontré. Cette année, pour les 11 ans de nos géopolitiques de Brest, vous allez, étudier un domaine qui peut, au moins dans son intitulé, paraître plus doux, la politique d'influence ou soft power pour nos amis anglo-saxons. La suavité de ce thème n'est en réalité qu'apparente, car aussi bien la redéfinition en cours des liens internes européens, avec l'appareillage du Royaume-Uni vers le grand large, que la réécriture de la stratégie américaine sous la vigoureuse impulsion de la nouvelle administration au pouvoir de l'autre côté de l'Atlantique, ou encore l'ancrage ferme de la Russie sur des positions qu'on peut difficilement qualifier de soft, dans un contexte global de guerre cybernétique et économique à peine dissimulée, nous promettent des évolutions du contexte géostratégique qui seront peut-être feutrées, mais qui certainement ne manqueront pas de piment. Ainsi est-il particulièrement pertinent, même si de nombreux acteurs n'hésitent pas à montrer leurs muscles, voire à brandir leurs armes sur toute la surface du globe, de concentrer cette année vos réflexions sur le dessous des cartes, sur le non-dit, sur l'implicite, sur le billard à bandes multiples, voire sur les coups fourrés. Comme à l'accoutumée, à l'invitation de l'Université Bretagne occidentale, de l'ENSTA-Bretagne, du tout nouvel Institut Mines Télécom Atlantique et de l'école navale, donc, de nombreux experts, et je les en remercie très chaleureusement, ont accepté de venir animer et éclairer les débats et les travaux de ce séminaire qu'on peut désormais appeler de référence dans l'Ouest, passé sa 10e année. Et donc vraiment un grand merci au nom de tous ces étudiants à qui vous allez apporter votre savoir de nous rejoindre. Ils sont sur la salle mais aussi devant. Et d'ailleurs, ces travaux ont débuté dès hier soir avec une passionnante projection cinématographique et le débat qui l'a suivi. Encore merci Madame de Victor. Et vont se poursuivre cet après-midi et demain matin. Hubert Védrine déclarait récemment devant l'Institut Diderot: la géopolitique est indispensable à une bonne compréhension du monde, c'est-à-dire à une compréhension réaliste. Il s'agit non seulement de considérer les forces économiques, y compris souterraines, mais aussi la dynamique et le poids des opinions dans un monde connecté, voire d'en considérer les émotions. Je vous souhaite, dans la mise en pratique de cette large et moderne acception du sujet, de tirer le meilleur de ces échanges et vous encourage à y participer nombreux. Bon séminaire, merci de votre attention et je laisse l'estrade à nos experts. Merci infiniment. Merci beaucoup, Amiral. Merci beaucoup, Amiral. Encore merci de vous être déplacé. Merci. Bonjour à tous et à chacun. Merci aux étudiants, aux gens qui sont venus de loin. Je vais passer la parole à nos trois invités tout de suite. Deux petits mots peut-être néanmoins en guise d'ouverture sur l'idée de cette année, sur le soft power, qui est avant tout un concept de géopolitique qui a été inventé, si je puis dire, par Joseph Nye, un politologue américain. Alors, on sait que le pouvoir est un objet fractal. Le pouvoir, depuis Aristote, est un objet d'interrogation et on s'interroge sur sa nature, sur ses manifestations, ses formes d'expression, les lieux du pouvoir, les pouvoirs officieux, officiels, les pouvoirs cachés. Le pouvoir, donc, n'en finit pas de nous interroger, les modes de domination, etc. Alors, en matière de relations internationales, depuis que Rome est dans Rome,
le pouvoir se manifeste le plus souvent, il faut bien le dire, de manière guerrière. Hein, les légions sont souvent à la manœuvre. Aussi, quand Joseph Nye, dans les années 80, va proposer son concept des années 80, donc du XXe siècle, va proposer son concept de soft power, il le fait dans le contexte qui est celui à la fois de l'échec américain au Vietnam, et il a commencé à réfléchir à partir de cet échec, et également de l'enlisement soviétique donc en Afghanistan. Et pour lui, si ces deux grandes puissances sont en échec, ça n'est pas parce que, bien évidemment, elles ne disposent pas de la puissance du feu, mais parce que leur soft power est insuffisant. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, le soft power tel que le définit Joseph Nye, c'est à la fois donc un pouvoir d'influence et une capacité à faire partager des valeurs. Et ces deux idées clés sont le socle hein, de sa réflexion. Alors, il le fait en plus bien sûr dans ces années 80, au moment où l'ayatollah Khomeini lance son appel pour un islam politique. Et donc, c'est une brèche hein, conceptuelle. Bon, dans l'histoire des théoriciens des relations internationales, bon, vous avez les théoriciens réalistes, hein, on pourrait dire de Clausewitz à Aron. Vous avez derrière Marx les tenants de la domination, enfin des techniques de domination. Dans les deux cas, donc plutôt des politistes, des politologues qui nous présentent une histoire qui avance dans la lutte ou qui avance de manière linéaire. Avec Nye, on prend un pas de côté et on sait que l'histoire avance en crabe, et donc il en est, je crois, un des grands artisans. Alors, d'où vient le soft power ? Peut-on le dater dans l'histoire ? Parce que bien sûr, c'est pas un concept c'est pas une idée qui appartient qu'au XXe siècle. Dans l'histoire, sans remonter à l'Égypte pharaonique, on est ici en Europe, on peut déjà voir dans la romanisation, bien évidemment, des formes de soft power, parce que la civilisation de l'URPS proposée par Rome est une civilisation qui, bien évidemment, séduit beaucoup. Mais je dirais que le grand homme, celui qui véritablement va fonder de manière peut-être théorique le soft power, c'est Côme de Médicis, donc dans les années 1430. Pourquoi ? Parce que Côme de Médicis invente le système de l'art, il invente l'art, tout ça. Il invente l'artiste surtout, en lui donnant un statut, et surtout en faisant de l'artiste une sorte d'ambassadeur. Ce sera l'homme du rayonnement pour Florence. Et du coup, à la diplomatie publique qui s'exprime surtout par les hommes d'église, par les hommes de guerre, eh bien, il y a un troisième acteur qui maintenant apparaît, c'est l'artiste. Et on connaît les grands ambassadeurs florentins qu'ont pu être Michel-Ange ou De Vinci. Donc là, il y a une nouvelle forme de légitimité qui apparaît pour les pouvoirs, et il lance un cycle dans lequel nous sommes toujours, hein, puisque par la suite, le baroque, et les jésuites, le baroque décliné dans un baroque presque gourmand, hein, en Sicile, ou encore avec les sculptures de Serpota, ou encore les Feuchtwanger bien sûr en Autriche, mais donc l'ordre baroque associé aux jésuites, et puis plus récemment, bien évidemment, la contre-culture communiste des Barboudos, donc jusque le Jean Ferrat. Enfin, vous voyez, il y a tout cela qui participe de ce soft power. Donc, le soft power est au cœur de l'idée de puissance. Il se manifeste de multiples manières, aujourd'hui des médias aux ONG, des instituts linguistiques donc à l'organisation de grands événements type Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de football, et donc il est au cœur des stratégies de tous les États. Alors c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux ici aujourd'hui d'accueillir nos trois invités pour cet après-midi. En premier lieu, peut-être, je ne veux pas être très galant, mais Bertrand Badi qui nous fait le grand honneur de venir ici. On connaît Monsieur Badi pour tous ses travaux, pour le renouveau qu'il a apporté à l'histoire des relations internationales, enfin à la science politique et aux relations internationales. Il s'inscrit, je crois, dans la grande lignée des spécialistes, hein, de Pierre Renouvin jusque du Rosel. On a aujourd'hui, je crois, Bertrand Badi. Et l'intérêt de tous ces livres et qui nous présentent
des relations internationales sous un angle que j'ai envie de qualifier d'humaniste, c'est-à-dire partir d'une réflexion sur la multipolarité et surtout de l'altérité. J'en veux pour preuve ces derniers ouvrages, notamment le dernier sur la géopolitique des humiliés, enfin la diplomatie des humiliés. Donc je vous donne immédiatement la parole. Mais écoutez, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir été invité pour ce premier panel et pour traiter d'un sujet qui, effectivement, est, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans votre introduction, tout à fait central aujourd'hui. Vous savez que dans notre métier d'internationaliste, surtout en sciences politiques, mais je crois que l'historien dirait la même chose, le sociologue également et le juriste aussi, la puissance est le terme pivot, la clé de voûte de tout édifice théorique. Et d'ailleurs, on compte en puissance. Vous ouvrez le poste, malheur que je ne vous souhaite pas trop fréquent, et vous entendez parler des puissances, des superpuissances. Il y en a même un qui a inventé l'hyperpuissance. Et comme si c'était l'unité de compte en relations internationales. Tout ceci, d'ailleurs, appartient à l'histoire longue des sciences sociales. Projetons-nous au XIXe siècle, lorsque deux grands sociologues se faisaient face de chaque côté du Rhin, Max Weber côté allemand, Émile Durkheim côté français. L'idée de Weber, c'est qu'il n'y a pas d'ordre social sans puissance, Macht, et sans domination, Herrschaft, tandis que le sociologue français Émile Durkheim n'employait pratiquement jamais le concept de puissance, préférant celui d'intégration. Il n'y a pas de jeu social possible sans intégration, disait-il. C'était le début, l'amorce d'un dialogue sans fin. Que faut-il pour qu'il y ait de l'ordre, de la puissance ou de l'intégration ? Eh bien, ce débat continue, ce débat se poursuit aujourd'hui, mais il se poursuit de manière surprenante. Mesdames et messieurs, et si c'était l'impuissance qui avait gagné ? Et si le concept up-to-date, je le dis exprès en anglais pour montrer à quel point c'est important, et si le concept déterminant aujourd'hui était celui d'impuissance ? Vous rappeliez l'échec de l'URSS en Afghanistan, l'échec des États-Unis au Vietnam, l'échec des États-Unis en Somalie, l'échec des États-Unis en Irak, l'échec des États-Unis dans le conflit syrien. L'histoire contemporaine des relations internationales est faite d'impuissance plus que de puissance. Sans désespérer nos jeunes aspirants officiers, et si aujourd'hui les guerres ne se gagnaient plus ? Et si aujourd'hui les guerres se terminaient en fait par d'infinis matchs nuls ? Il y a un malaise par rapport au concept de puissance. Et c'est dans ce contexte qu'il faut, je crois, saisir cette aventure du soft power. Parce que finalement, il y a deux façons de poser l'échec de la puissance. La première consisterait à dire la puissance échoue parce que l'on a choisi les mauvaises ressources pour agir. Donc ce n'est pas désespéré. Il suffirait à ce moment-là de trouver d'autres ressources pour que la puissance se régénère et revienne sur la scène internationale. Ou alors il y a l'autre option qui consiste à dire la puissance échoue parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui lui est résistant. Un peu comme ces antibiotiques auxquels certaines souches sont résistantes. Peut-être est-ce non pas du côté de la puissance, mais de la mondialisation qu'il faut trouver l'échec contemporain de la puissance. Alors là, mesdames et messieurs, c'est désespéré, il faudra trouver autre chose. Weber se retourne dans son tombeau et Durkheim triomphe dans le sien. Alors, essayons quand même de nous arrêter quelques minutes. Je ne vais pas, rassurez-vous, faire d'histoire trop longtemps, mais essayons de saisir
ce qui était tenu pour indiscutable, la puissance dans le jeu international, pour montrer qu'elle est née un jour et que parce qu'elle n'est pas éternelle, elle peut mourir un autre. En tous les cas, se transformer. La puissance est devenue naturellement l'atome des relations internationales lorsque le grand philosophe anglais Thomas Hobbes, qui a fondé notre politique moderne dans ce grand livre écrit en 1651, le Léviathan, nous proposait une équation simple, mais que tous les systèmes politiques européens vont peu à peu reprendre pour ensuite l'élargir à l'ensemble du monde. Dans un monde de danger et de menaces, et il en savait quelque chose, Hobbes, parce qu'il vivait en direct chez lui la guerre civile anglaise et à l'extérieur la guerre de 30 ans. Donc, disait Hobbes, qu'est-ce que c'est que la politique? C'est ce qui doit apporter de la sécurité. La politique se définit comme prestataire permanente de sécurité. Et comment cette sécurité est-elle fournie par le politique? Bien par un échange. Le Léviathan, le souverain, l'État, si vous voulez, offrira de la sécurité en échange d'une part de liberté que lui abandonnera l'individu sujet. Cet échange, j'abandonne une part de ma liberté pour recevoir de l'État de la sécurité, a une implication majeure. L'État ne peut être prestataire de sécurité que s'il est souverain. C'est-à-dire que seul un système politique souverain peut être un prestataire honnête et efficace de sécurité. Et Hobbes de nous donner le visage de ce système politique international naissant, à savoir une compétition entre souverains. Quand il y a compétition entre souverains, que se passe-t-il? Alors j'en ai parlé à M. de la Palisse et il m'a donné une réponse. Lorsque l'international consiste à une compétition infinie entre souverains, le souverain est libre de toutes ses initiatives pour pouvoir triompher de son rival. C'est-à-dire, nous explique Hobbes, il y a entre les États souverains dans l'international moderne des relations qui ressemblent à celles entre gladiateurs. Les États sont en compétition entre eux parce qu'ils sont souverains, ils ne sont soumis à aucune loi commune, ils ne sont soumis à aucune règle, ils peuvent utiliser tous les moyens, c'est exactement ce que nous dit Weber pour définir la puissance, afin de triompher de l'autre. Et voilà la définition moderne de la puissance. Utiliser tous les moyens, quelles que soient leurs ressources, pour triompher de l'autre. C'est ça la puissance, et c'est en ça que la langue française est plus riche que la langue anglaise, car puissance se distingue ainsi de pouvoir, alors qu'en anglais, pouvoir se dit power et puissance se dit power. Eh bien, dans ce jeu-là, on s'aperçoit de quelque chose d'effrayant d'un certain point de vue. C'est que pour Hobbes, et donc pour la pensée politique moderne, la guerre est un phénomène nécessaire, inévitable, résultat banal de la compétition éternelle entre États souverains. La paix n'est même pas définie, sauf comme étant une entre-deux-guerres, comme étant la non-guerre. Et donc, dans cette situation, c'est bien la puissance et la puissance seule qui fait la loi. Alors on essaiera de corriger, on essaiera quand même d'amorcer la définition d'un droit international public, de quelques lois communes, de quelques organisations internationales. Mais regardez, même les États-Unis, surtout les États-Unis dont nous parlera ma voisine tout à l'heure, restent très marqués par cette pensée hobbesienne. Personne n'a le droit de précéder le choix souverain du peuple. Donc le droit international et les organisations internationales, n'est-ce pas, M. Trump, sont à relativiser dans leur autorité et leurs prérogatives. Eh bien, cette vision, elle va perdurer. Elle va perdurer et elle va constituer cette banalité du jeu international qu'est la puissance et que l'on peut ainsi concevoir comme le hard power.
c'est-à-dire cette puissance qui utilisera les moyens les plus coercitifs, quels qu'ils soient, de manière à écraser, en tous les cas à avoir le dessus sur le rival. Ce qui est intéressant, c'est la leçon des deux guerres mondiales. Car à l'issue de la Première Guerre mondiale, beaucoup de penseurs, notamment en Angleterre d'ailleurs, mais aussi en France, ont fait la remarque que 13 millions de morts mériteraient d'encadrer la guerre et de la contenir. Peut-être, comme le disait le grand penseur anglais Norman Angell à ce moment-là, peut-être serait-il important d'améliorer la diplomatie pour que la puissance n'ait pas le dernier mot. Avec la Première Guerre mondiale, on croyait que la puissance allait être dépassée par la diplomatie. Et puis, on a vu ce qui s'est passé. En revanche, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pas d'hésitation. Pas d'hésitation. La puissance, c'est ce qui avait permis aux États-Unis en tout premier lieu, mais à l'URSS aussi, d'écraser le monstre totalitaire nazi. Donc la puissance avait ainsi non seulement révélé son efficacité, confirmé son efficacité, mais elle avait surtout démontré sa moralité. C'est grâce à la puissance que nous avons été, au-delà des 60 millions de morts, délivrés du nazisme. Et donc, en 1945, c'est bien une science des relations internationales qui va se construire sur l'apologie de la puissance. C'est ce que, dans le jargon de la science politique américaine alors triomphante, on appellera le power politics. L'idée selon laquelle c'est bien la puissance qui fera la décision, et c'est bien ainsi. C'est bien ainsi car immédiatement cette puissance américaine va reprendre du service pour contenir et éventuellement combattre cet autre totalitarisme qui est le totalitarisme soviétique. En cela, la guerre froide va monter le hard power à son paroxysme. Et puis, on va voir peu à peu cette image se brouiller. Cette image va se brouiller par étapes. Regardons rapidement ce chemin de croix de la puissance qui va peu à peu apparaître. D'abord, première image, les guerres de décolonisation. Les guerres de décolonisation auxquelles on n'a pas été suffisamment attentif, car ils vont jalonner ces conflits, ces guerres de décolonisation vont jalonner la nouvelle histoire des relations internationales. En 1954, à Dien Bien Phu, l'armée française est vaincue par plus petit qu'elle. Cela voulait dire que la puissance ne mesure plus de façon unimodale, qu'une once de puissance peut gagner sur une puissance militaire confirmée et institutionnalisée. Et nous autres Français, une nouvelle fois mis à l'épreuve, en 1962, là, la leçon est différente. On peut gagner une guerre, car sur le plan militaire, l'armée française avait gagné en Algérie, mais perdre politiquement. Cette association nouvelle entre la victoire militaire et la défaite politique jette un nouveau trouble sur l'idée de puissance. Et si celle-ci n'était plus transitive, et si celle-ci ne réglait plus la circulation en relations internationales. Dernière étape, vous l'avez rappelé, 30 avril 1975, lorsque les troupes du Nord arrivent à Saïgon et viennent ainsi bousculer l'État sud-vietnamien. Quelques minutes auparavant, l'ambassadeur des États-Unis, M. Bunker, quitte honteusement dans un hélicoptère la résidence de l'ambassade américaine à Saïgon. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis, alors auréolés du titre de superpuissance, sont vaincus. Ça va devenir une habitude, car à part quelques
entreprises multilatérales, les États-Unis, passent leur temps à perdre. Pas tout à fait vrai, vous savez, ils ont quand même gagné une guerre contre l'île de Grenade. En 1983, contre 89 hommes. Il faut le faire, quand même. Ils ont réussi, mais il faut être juste. Quand même. Rendons à César ce qui est à César et à Mini ce qui est à Mini. Derrière cette rupture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la découverte que la guerre avait changé de nature. Parce que Dien Bien Phu, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, ce n'est plus ce que nous enseignait Clausewitz, ce n'est plus ce que nous enseignait Carl Schmitt. Dien Bien Phu, l'Algérie, ce n'est plus ce conflit symétrique entre puissances en compétition. Ce n'est plus État contre État, c'est État contre partisans. Ça, Schmitt l'avait déjà imaginé. Mais c'est État contre société, c'est État contre groupes sociaux, c'est État contre résistants, c'est État contre acteurs issus de la société. C'est plus la même chose. Est-ce qu'on se bat contre une société de la même manière qu'on se bat contre un autre État? Ah, si nos dirigeants savaient répondre à cette question, on n'aurait pas l'ambiguïté des conflits que nous connaissons aujourd'hui en République centrafricaine, au Mali, en Syrie, en Irak, en Yémen, en Afghanistan, en Somalie, en République démocratique du Congo. Arrêtez-moi. C'est une vraie révolution. Cette découverte, non pas de la guerre asymétrique, je n'aime pas ce terme, mais cette découverte de quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est-à-dire un État contre des acteurs sociaux, voire tout simplement des acteurs sociaux entre eux. Cette inclusion du social va se banaliser avec la mondialisation. Pourquoi? Parce que la mondialisation, c'est tout le monde dans le même bateau, si je puis m'exprimer ainsi. Et tout le monde dans le même bateau, ça veut dire que le système de la mondialisation tel qu'il apparaît aujourd'hui est probablement le système social le plus inégalitaire de l'histoire de l'humanité. Entre un Malawite qui touche $223 par an et un Norvégien qui en touche 100 000, la tension et l'inégalité est telle que nous sommes dans un monde, mesdames et messieurs, je vous supplie de considérer cela, où les enjeux sociaux l'emportent sur les enjeux politiques. Et ces enjeux sociaux ne peuvent pas être traités à coup de puissance comme l'étaient les enjeux politiques. Ça, c'est une véritable révolution. Et derrière ce monde qui s'unifie apparaît une dualité que nous ne connaissions pas dans le temps westphalien, qui est cette opposition qui se pérennise entre humiliant et humilié. Les nouvelles guerres ne sont plus des guerres de puissance en rivalité, ce sont des guerres de faiblesse, ce sont des guerres d'humiliés. Ce sont des guerres qui sont issues non pas de la puissance des uns, mais de la faiblesse et de la décomposition des autres. Décomposition de l'État, comme en République centrafricaine, décomposition de la nation, comme en Syrie ou comme en Irak, décomposition des sociétés, comme en République démocratique du Congo ou en Somalie. Et vous l'avez dit, effectivement, dans ce contexte de doute où le hard power ne fonctionne plus, Joseph Nye a sculpté, façonné ce concept de soft power. Et si on passe du hard au soft, if we move from the hard to the soft, maybe we will be successful. Et c'est ça, en quelque sorte, la nouvelle équation du soft power. Alors, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins pleinement. Le grand livre de Nye qui va vanter les mérites du concept de soft power et tenter de l'opérationnaliser, il date de 1990, s'appelle Bound to Lead. Condamné à diriger, à gouverner, Bound to Lead. Et dans Bound to Lead, l'argument est de dire on ne peut plus, justement, gouverner par le gros bâton, par la coercition, par le hard power, par la puissance. Donc il faut inventer autre chose, et il s'agit du soft power.
Mais s'il a écrit ça en 90, l'idée court depuis 1976. 1976, Joseph Nye avait un grand politiste américain qui s'appelle Robert Keohane, écrit un livre qui fera date, qui s'appelle Power and Interdependence. Alors réfléchissez bien à ce titre. En 1976, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, moi j'étais déjà vieux, mais 1976, on commence à parler d'interdépendance. Et interdépendance, c'est un concept qui va complètement bousculer les relations internationales. Pourquoi ? Parce que les relations internationales sont construites, je vous le disais tout à l'heure, sur la compétition. Alors du coup, j'ai repris mon téléphone et j'ai à nouveau appelé M. de la Palisse. Je lui ai dit, mais si les relations internationales classiques sont construites sur la compétition, est-ce que ça peut marcher avec l'interdépendance ? Alors M. de la Palisse a dit, je suis content que vous me disiez ça, parce que c'est évident que ça ne peut pas marcher. Nous sommes dans un monde, vous savez, nous dans notre jeunesse, on jouait à un petit jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Non, vous n'avez pas joué à ça, vous n'avez pas de barbichette. Mais essayé avec un chinois pour voir si ah bon, d'accord. Eh bien, c'est ça notre système international. C'est-à-dire un monde où même les puissants ne peuvent plus entrer véritablement en compétition les uns avec les autres, où ils sont dans une situation d'interdépendance classique. Cette interdépendance limite leur souveraineté, ça aussi M. de la Palisse me l'a dit. Mais cette interdépendance stérilise leur puissance. Parce que si vous êtes toujours dépendants les uns des autres, cet usage libre de la puissance qu'évoquait Hobbes devient absolument impossible. Et l'idée donc de Nye et de Keohane, c'est de dire qu'il faut trouver une façon de pouvoir gagner, de pouvoir s'imposer malgré les logiques d'interdépendance, malgré cette paralysie du gladiateur. Alors, effectivement, on va inventer le soft power. Inventer le soft power, mais est-ce vraiment une invention ? C'est ça que je voudrais voir avec vous maintenant. Nous sommes donc dans ce contexte d'une bipolarité qui s'en allait, et Nye pense avoir gagné le cocotier en inventant ce nouveau concept. Mais c'est une très vieille idée. C'est une très vieille idée qui est liée intimement à 5 théories bien connues de la sociologie, bien connues de la science politique, de la philosophie de l'histoire. D'abord, à une théorie que l'on doit au philosophe et homme politique italien Antonio Gramsci. Nous sommes là dans l'entre-deux-guerres, au moment où le Parti communiste italien est embastillé par le fascisme mussolinien. Et justement, dans cette période d'échec, Gramsci essaye de promouvoir une idée qui, à l'époque, était nouvelle, qui consiste à dire « mais les bâtons de Mussolini ne serviront à rien. La coercition n'a jamais le dernier mot. La meilleure façon de dominer, c'est pas en tapant sur son rival. La meilleure façon de dominer, c'est en créant spontanément les conditions d'une adhésion libre, naturelle et volontaire. Je n'ai pas besoin de sortir le bâton, puisque celle ou celui que je domine m'aime. » D'où effectivement la mobilisation de l'idéologie, de l'art, de la culture, vous évoquiez ça tout à l'heure, de la religion, pour obtenir une adhésion qui sera une adhésion pleine de jouissance et de plaisir pour celui qui s'y livrera. Vous vous rendez compte, le beurre et l'argent du beurre. Je domine et celui ou celle qui est dominé en plus sera content. C'est ça, le miracle gramscien. C'est un peu ça déjà, le soft power. L'idée sera reprise par un grand politiste et économiste canadien, Robert Cox, qui dira « mais le capitalisme gagnera comme ça, en étant aimé, en distribuant des McDo, en se présentant sous des jours sympathiques, aimables, agréables. » Deuxième théorie, c'est la vieille théorie, mais dangereuse, de la hiérarchie des cultures. Ma culture est supérieure à celle des autres, donc, il est tout naturel que je m'appuie sur celle-ci pour l'universaliser et contrôler le monde. C'était le président William Clinton qui disait « Nous allons vers un monde qui ne sera fait de démocratie et donc qui ne pourra être dirigé que par la plus grande d'entre elles, c'est-à-dire par les États-Unis. »
Cette idée selon laquelle ma philosophie, ma culture, mes valeurs sont supérieures à celles de tous les autres, donc vont dominer le monde et moi par le même marché. C'est la culture du Mayflower, c'est la culture du messianisme, c'est la culture d'un Jules Ferry qui considérait que nous avions à éduquer, terme affreux, les races inférieures, lequel Jules Ferry est remobilisé par tout un tas de bonnes gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils adulent. Et cette idée messianique va devenir un vecteur terrible du soft power. Alors vous avez des cultures messianiques, culture occidentale, les cultures chrétiennes, la culture musulmane est messianique également. Vous avez d'autres qui ne le sont pas, comme la culture chinoise. La Chine, la culture chinoise, les dirigeants chinois, la Chine, le système politique chinois n'est pas du tout messianique. Jamais la Chine ne cherche à civiliser le monde. S'installe en Afrique, prend sa part, sait en profiter, mais ne cherche pas à cyniser les gouvernements sur place, qui du coup préfèrent faire affaire avec la Chine parce qu'il n'y a pas de contrepartie à payer. Sinon, si on fait affaire avec l'Occident, il faut faire des élections, truquées, peu importe, mais faire des élections, il faut respecter tout un tas de rituels. La Chine ne demande rien de tout cela. Troisième élément qui porte le soft power, c'est la théorie gaulliste de la grandeur. Vous savez, le général de Gaulle avait rencontré en 1958 son vieux camarade de guerre, Eisenhower, qui était à l'époque président des États-Unis, et il a dit à Eisenhower, il n'y a que le général de Gaulle qui pouvait dire ça, « La France n'a plus de puissance, il lui reste la grandeur. » Belle phrase, d'autant qu'elle est intraduisible en anglais. C'est intéressant de voir que grandeur n'a pas de traduction en anglais, mais ça veut dire quand même quelque chose de très puissant. Si je puis dire. Quelque chose de très intéressant en tous les cas. C'est-à-dire que dans le jeu international, la puissance, nous dit le général de Gaulle, n'est pas nécessairement la bonne unité de compte. On peut s'imposer ailleurs, non pas parce qu'on a les instruments coercitifs pour le faire, le hard power, mais parce qu'on a le rayonnement qui le permet. Rayonnement, rappelez-vous. Combien de temps encore, Monsieur le Président ? 10 minutes. Ah, c'est plus que j'en fais. Quatrième idée qui forge le soft power, c'est la compétition idéologique. Et ça, c'est vieux comme le monde. Et c'est surtout vieux comme la guerre froide. Parce que, n'oubliez jamais en relations internationales que la guerre froide et la bipolarité a ceci d'exceptionnel qu'être le seul moment de l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève où le monde s'est séparé sur des clivages idéologiques. Socialisme contre libéralisme, démocratie contre autoritarisme, comme vous voulez, mais on voyait bien le choc de deux idéologies. Et toute la guerre froide, comme le sait bien ma voisine, toute la guerre froide, ça a été le choc des idéologies et la volonté d'utiliser sa propre idéologie pour tétaniser l'adversaire. Côté occidental, de diffuser les idées de libéralisme pour dénoncer le totalitarisme soviétique et pour faire naître la dissidence qui va peu à peu affaiblir le camp d'en face, mais côté soviétique, pour expliquer que les classes ouvrières occidentales sont aliénées, que l'émancipation ne peut venir que du socialisme, que les libertés en Occident sont des libertés formelles et non des libertés réelles. Qu'est-ce que c'était la guerre froide, sinon qu'une empoignade idéologique et une bataille à coups de symboles? Je vous renvoie au très beau livre de Pierre Grémion sur le sujet qui le montre très bien. Et puis, il y a une toute dernière idée qui est derrière le soft power, qui est peut-être plus abstraite, alors bon, attachez vos ceintures, on va traverser une zone de turbulence, qui est la théorie systémique. Vous savez, il y a un grand débat aux États-Unis, aux années 50, entre un grand monsieur qui s'appelle Morton Kaplan et un autre grand monsieur qui s'appelle John Rawls. Rawls est plus connu, il est plus passé dans l'histoire. Kaplan disant « On ne peut rien étudier en le séparant de l'autre. » C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où tout se tient, où tout est interdépendant. Le monde est unité. Comme dirait l'autre, nous ne sommes plus seuls au monde. C'est-à-dire nous sommes entrés dans un monde où il est impossible d'agir
sans tenir compte de tout ce que font les autres. Ça ne ressemble pas beaucoup à la politique occidentale des relations internationales. Face à cela, Rawls dit c'est très dangereux de dire ça. Parce que si vous dites ça, vous oubliez vos valeurs, celles particulières sur lesquelles vous avez construit votre histoire. Moi, mon problème, ce n'est pas de savoir que je suis dans un système, mon problème, c'est de savoir que j'ai des valeurs et que je dois les défendre. Et ces valeurs-là, si on veut les sauver, il faut les distinguer de celles des autres. C'est un très grand combat qui continue toujours. Mais retenez bien que la manière dont ce conflit scientifique, ce débat scientifique est posé, amène l'idée de soft power. Parce que d'un côté, on vous dit, plus grand que le reste, les valeurs que nous défendons, c'est du soft, et de l'autre, on vous dit, plus important que mes propres valeurs, leur rencontre avec l'humanité tout entière, c'est aussi une façon de repenser le monde, ce que vous disiez tout à l'heure, à travers l'idée d'humanisme, c'est-à-dire dans sa globalité et hors donc de ses rapports de puissance. Eh bien, mesdames et messieurs, tout semblait bien parti. Eh bien, le bide, l'échec complet, le soft power est un échec complet. C'est un échec complet pour, disons, 4 raisons. La première, et le premier symptôme d'échec du soft power, c'est la croyance fausse qu'en attirant les autres à sa propre culture, on les convertirait du même mouvement à sa propre politique. Eh bien, je vais vous dire un truc, on peut boire du Coca-Cola à satiété, mettre des blue jeans sous le tchador, ou regarder l'inspecteur Colombo tous les jours à la télévision, sans pour autant adhérer à la politique étrangère américaine. Et ça, les États-Unis en ont fait l'expérience particulière dans 2 régions du monde, l'Amérique du Sud, très, très américanisée dans ses modes de fonctionnement et dans ses valeurs, et le Moyen-Orient, aussi très américanisé, j'enseigne au Caire, juste en face d'un McDo. Je dis aux étudiants, vous aimez ça? Oh, formidable! Ils vont tous au McDo dès que mon cours est fini. Et puis, à la première manif, le premier qui trinque, c'est le McDo. Quand je suis revenu faire mon cours, il n'y avait plus de McDo, il avait été complètement rasé par les manifestants. Mais ça veut dire, en tous les cas, une chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que la culture américaine a pu se diffuser à grand renfort de moyens, sans que les sondages aient indiqué autre chose qu'un taux d'anti-américanisme qui, au Moyen-Orient comme en Amérique du Sud, flirte avec les 90%. Donc, ça ne marche pas. C'est bien, vous exportez Coca-Cola, mais pour autant, nul n'adhère à votre politique étrangère. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un correctif, dont on vous reparlera tout à l'heure, je le sais, donc je vais vite, qui est, au début de notre siècle et de notre millénaire, l'invention du concept de smart power. C'est-à-dire le soft power tout seul, c'est vrai que ça ne marche pas. Alors, un petit peu de soft, un petit peu de hard, vous mélangez bien et ça donne du smart. Ça, c'est l'idée développée par Suzanne Nossel, qui était la déléguée adjointe des États-Unis aux Nations Unies, du temps de M. Holbrooke, qui était ambassadeur, et qui sera ensuite recyclée par Hillary Clinton lorsqu'elle reviendra au département d'État. Et puis ça a fait une grosse colère, elle a fait un papier en 2004 en Foreign Policy sur le Smart Power, ça a provoqué la grosse colère de M. Nye qui a dit « mais moi je l'avais trouvé avant elle, l'année dernière ». Bon, peu importe, c'est égal. Est-ce que c'est Nye qui l'a inventé en 2003 ou est-ce que c'est Nossel en 2004 ? L'idée, elle n'a pas mieux marché que le reste. Voilà. Deuxième raison, pas de chance pour le soft power, il est à son zénith au moment où disparaissent les idéologies. La fin des idéologies, de cette confrontation entre 2 modèles de société, fait que le soft power a perdu beaucoup de son piquant. Et troisième idée, alors ça c'est tout à fait central, c'est qu'à mesure que les idéologies s'effondraient, elles ont trouvé un substitut, et ce substitut, ce sont les productions, les constructions, les cristallisations identitaires. Le retour à l'identité qui se substitue aux idéologies.
Or, le problème, c'est que l'identité a un effet qui n'est pas compatible avec le soft power. Car la rétraction identitaire a pour effet de tenir le soft power de l'autre à la lisière. L'identité, c'est ce qui vous permet de vous affirmer contre l'identité de l'autre, donc qui va vous apprendre à vous méfier du soft power. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte fondamentaliste identitaire que nous vivons actuellement, le soft power est si largement et profondément mis en accusation par ceux qu'il était censé devoir atteindre. Parce que aussi l'identité apparaît comme un contre-soft power, c'est-à-dire une capacité pour le dominer et l'humilier de pouvoir s'affirmer contre le porteur de pouvoir. Non seulement on n'entre pas dans le jeu du soft power, mais on a les anticorps qui vous permettent de briser, de dénoncer et d'affirmer sa propre identité face à celle du dominant. Nous sommes actuellement dans cette bataille identitaire, avec quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, parce que c'est tout à fait important, significatif. Nous sommes dans un temps de mondialisation des imaginaires, où mon imaginaire va se construire dans mon identité, mais relié, souvent de façon conflictuelle, à l'identité des autres. Et ça, c'est la carte du monde actuel. Et ça, le soft power ne peut rien contre lui. Et puis, dernière raison qu'il faut avoir en tête pour l'échec de ce soft power, c'est que la puissance ne marche pas dans la mondialisation. La puissance, ça marchait dans un système westphalien, mais pas dans un système de mondialisation. C'est-à-dire dans un système d'interdépendance, dans un système de mobilité, de déterritorialisation, dans un système où les sociétés pèsent plus lourd que les États. Et donc, la puissance, ça ne marche pas, qu'elle soit soft, qu'elle soit smart, qu'elle soit hard. Ça ne marche pas. Alors, je termine là-dessus. Est-ce qu'il faut désespérer? Est-ce que véritablement vous êtes condamné à ne pas dormir cette nuit? Non, pour deux raisons. Parce qu'il y a le substitut au substitut. Adieu le soft power, mais on voit très bien ce qui se profile aujourd'hui à la place. C'est deux choses. C'est d'abord la renaissance de la diplomatie, redécouvrir la diplomatie. La diplomatie, bizarrement, est morte en 1989. Vous avez vu que jusqu'à la grande négociation sur l'Iran ou sur Cuba, entre 1989 et 2015, on ne négociait plus. La négociation, la diplomatie, dit le grand politiste américain Paul Sharp, c'est l'art de gérer les séparations. Et donc, l'avenir, ce n'est plus la puissance, c'est cette négociation, à condition qu'elle se fasse dans la reconnaissance de l'autre. Vous parliez de l'altérité tout à l'heure. Voilà le premier chantier. Et le deuxième, c'est la renaissance de l'influence. L'influence peut se faire. La diplomatie d'influence fait sens, mais pas en transitant par le soft power. La véritable diplomatie d'influence, c'est celle qui crée la confiance, c'est celle qui crée l'altérité, et c'est celle qui est capable de produire des effets de démonstration qui conduit l'autre, sinon à vous suivre, du moins à vous écouter. Ça a marché puisque vous m'avez écouté et je vous en remercie.